Alors effectivement, aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans l'espace. Et j'aimerais bien que vous vous transformiez tous en touristes. En touristes pour désireux de découvrir l'espace et de préparer votre voyage. Parce que c'est vrai que finalement... si je pouvais... Voilà. Si on regarde au niveau des voyages, ça a toujours un peu fasciné les gens de se balader, de découvrir le monde. Et c'est vrai qu'on peut se dire, il y a toujours un peu une mystique autour du voyage, c'est vrai que c'est extraordinaire de voyager. Et plus particulièrement de voyager dans l'espace, puisque, comme le dit Konstantin Tsiolkovsky, un des pionniers de l'astronautique, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie au berceau. Alors donc, nous allons voyager. Alors, lorsque vous préparez votre voyage, lorsque vous préparez vos vacances, une des premières choses que vous vous demandez, c'est où vous allez aller. Ici, forcément, dans l'espace. Et c'est là qu'on peut se demander, oui, mais l'espace, c'est où? Est-ce que c'est loin? Est-ce que le voyage est long? Eh bien, je vais vous poser la question. Où commence l'espace? Est-ce que l'espace commence à 10 km de Liège, à 100 km de Liège, à 1000 km de Liège, ou à 1 million de kilomètres de Liège? Alors, vous êtes beaucoup, on ne va pas le faire comme à l'école, où vous levez la main, surtout que quand on lève la main, il y a le petit à côté qui copie. On va la jouer subtile. Vous allez, si vous voulez répondre à une question, vous indiquez votre choix, vous allez mettre la main sur vous, d'accord? Comme ça, moi je le vois, mais ceux à côté, pas. Alors maintenant, jouez le jeu quand même, essayez de me répondre. Alors à votre avis, où commence l'espace? Qui me dit que l'espace commence à 10 km de Liège? Votre main sur vous. Qui me dit 100 km? Pas si fort, sinon on va vous entendre. Alors, qui me dit 1000? Qui me dit 1 million? Il y en a qui n'ont pas répondu. Bon, à la prochaine question, je veux que tout le monde me réponde. Alors, la bonne réponse, c'est 100 km. Alors, il faut que je vous avoue une chose, c'est une convention. Ce n'est pas du tout une définition physique, c'est un choix. Et pour une fois, on l'a mis en kilomètres et pas en miles, et donc on a un chiffre rond, 100 km. La frontière de l'espace est à 100 km. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment très loin ou pas? Bon, voilà une petite image qui vous donne la Terre, sous forme d'un disque gris, et la frontière. Vous allez me dire, on ne voit rien. Attendez, on va faire un zoom. Vous remarquerez que la frontière est quand même vachement près. Donc finalement, l'espace, c'est tout près. C'est pas loin. Et puis quand on y pense, 100 km, bon, globalement, c'est 1 heure d'autoroute. C'est pas loin. On ne peut pas dire le contraire. Il y a juste un petit problème, c'est que l'heure d'autoroute, vous la faites vaguement horizontalement, dans toutes les directions, mais c'est relativement plat. Ici, évidemment, c'est 100 km dans l'autre sens, verticalement. Et là, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué. Ceci dit, c'est vrai que le plus long va être d'y arriver, mais c'est quand même intéressant. Mais on peut se demander justement, en quoi est-ce que c'est intéressant? Quelles sont les raisons qui font qu'on veut aller dans l'espace? Pourquoi est-ce que vous voudriez aller dans l'espace? Allez, des gens ici devant qui vont pouvoir me dire pourquoi est-ce que vous voulez aller dans l'espace? Allez. Pas d'idée? On ne va pas dans l'espace. Allez, qui veut y aller? Donnez-moi une raison pour aller dans l'espace. Pour la vue, oui. Il y en a qui sont très intéressés par la vue. Pas seulement les scientifiques pour vérifier les océans et ce genre de choses, mais par exemple pour espionner le voisin. Ça peut être très utile. L'observation de la Terre. Par curiosité. Par curiosité, principalement la curiosité scientifique. Parce que c'est vrai que si on va dans l'espace, c'est pour faire des missions scientifiques.
Et justement, ces missions scientifiques vont permettre de comprendre l'univers, de comprendre la Terre, de comprendre le fonctionnement des autres planètes, et donc, pour faire de la science, c'est intéressant d'aller dans l'espace. Quoi d'autre? Alors, attendez, j'ai entendu parler d'argent, mais pourquoi? Les télécoms. Effectivement, il y a plein de raisons qui font qu'on va dans l'espace. Ce n'est pas du tout des raisons scientifiques. Eh bien oui, il y a les raisons commerciales. Alors, on a les télécommunications, on a la télévision par satellite, on a plein de choses comme ça qui utilisent l'espace et qui rapportent des sous, et c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs. J'ai entendu un petit quelque chose par là? Les minerais, on va y venir. Effectivement, l'exploitation de l'espace, ça aussi. Mais, bon, peut-être que vous connaissez tous ici comment arriver au Palais des Congrès, mais si vous ne le connaissez pas, avec quoi est-ce que vous allez y arriver? Un GPS. Et le GPS sans le spatial, vous croyez que ça marcherait? Ah ben non, il vous faut absolument des satellites. Donc dans les applications, il y a aussi des applications de localisation, par exemple, qui ont besoin du spatial. Bon, globalement, on a quasiment tout. Donc il y a trois grandes classes de raisons, la science, le militaire et le commercial, et on a des choses qui sont à l'interface. Par exemple, l'observation de la Terre, on peut le faire pour des raisons scientifiques, on peut également le faire pour des raisons militaires. On a des expériences en microgravité, par exemple sur la Station spatiale internationale, qui peuvent se faire également pour des raisons scientifiques. Pour des raisons scientifiques, on va mettre des télescopes dans l'espace à divers endroits, et ces télescopes vont soit regarder l'univers, soit regarder d'autres planètes, voire même, on peut envoyer des petits robots qui vont aller explorer ces autres planètes. Alors, vous avez également, entre le militaire et le commercial, tout un ensemble de raisons pour aller dans l'espace. C'est le positionnement, on parle du GPS américain, le GPS, il y a son équivalent russe, GLONASS, il y a un équivalent chinois qui est Beidou, il y a un équivalent européen qui s'appelle Galileo. Tous ces trucs-là, en fait, la technologie existe depuis les années 60, mais était réservée aux militaires. Elle est tombée dans le domaine public finalement assez récemment, et à partir de là, on a vu apparaître des intérêts commerciaux. Et tout ce qui est relais de TV, de communication, là aussi, utile pour les militaires ou pour le commercial. Et arrive tout doucement, au niveau commercial, une nouvelle classe d'applications qui sont toutes liées à l'exploitation de l'espace, aller chercher des minerais qui nous manquent sur Terre, parce que bon, quand on fait des smartphones, quand on fait des ordinateurs, on a besoin de beaucoup de métaux rares. Et évidemment, il faut bien les trouver quelque part, et sur Terre, ça commence à s'épuiser. Alors on peut essayer comme ça d'aller les chercher là où ils sont, notamment sur des astéroïdes. Et puis il y a le tourisme spatial qui en fait commence petit à petit. Le tourisme spatial, vous avez peut-être entendu parler de Virgin Galactic. Il y en a d'autres. On a parlé récemment ce week-end de SpaceX qui avait ramené une fusée. Ils ont aussi des idées de développement de tourisme. Donc il y a des spaceports aux États-Unis qui existent déjà. C'est l'équivalent des aéroports, mais pour l'espace. Et donc bon, tout ça est en train de se développer. L'exploitation de l'espace au niveau minier, il faut bien avouer qu'on est dans les débuts. Mais au niveau touristique, là, on a déjà pas mal avancé. Et il faut bien avouer que on n'y est pas encore, mais on y est presque, on va dire. Donc ça avance quand même pas mal sur ces fronts-là. Maintenant, c'est pas fini. On va aussi dans l'espace pour d'autres raisons. Des raisons qui sont peut-être moins évidentes. Je pense notamment aux retombées. Il faut savoir qu'aller dans l'espace, et je crois que le reste de la conférence vous montrera, ce n'est pas simple. Et comme ce n'est pas simple, eh bien, on va développer plein de technologies. Il va falloir résoudre plein de problèmes. Et ces technologies qui sont développées, eh bien, elles vont pouvoir être utilisées dans d'autres domaines. Et donc, c'est un peu, je vais dire, un cas extrême pour faire de la R&D. Et effectivement, aller dans l'espace peut être un défi qui va permettre de développer de nouvelles technologies sur Terre. Autre chose, c'est le prestige. Parce que si on a été sur la Lune, c'est pas pour faire de la science, c'est pas pour faire du militaire, c'est pas pour faire du commerce. On a été pour une question de prestige. Et le prestige joue toujours. Je pense sérieusement que si un jour on va sur Mars, on ira pour des questions de prestige et pas du tout pour des raisons scientifiques. Bon, voilà. Alors maintenant, vous pouvez aller dans les scénarios de science-fiction où on se cherche une nouvelle Terre
et ce genre de choses. Hein. La colonisation de l'espace peut être envisagée, mais soyons clairs, on en est vraiment très loin à l'heure actuelle, ça reste du domaine des livres de science-fiction. Bon, vu qu'il y a plein de raisons pour y aller, vous êtes de nouveau très motivés pour aller dans l'espace. Vous avez vraiment décidé que ça serait votre destination de l'été. Bon, mais comment y aller? Comment est-ce qu'on peut aller dans l'espace? Eh bien, il y a une solution. Et cette solution, en fait, c'est de prendre de la vitesse. Et pour vous l'expliquer, je vais prendre une expérience qui est en fait une expérience imaginée par Newton. Vous imaginez un canon qui tire un boulet de canon. Alors, plus il le tire fort, plus ce boulet de canon tombe loin. Hein? Je crois que jusque-là, je ne vous apprends rien grand-chose. Évidemment, si on est sur Terre, la Terre étant ronde, il va commencer à tirer loin et on va commencer à voir la courbure de la Terre. Il va aller plus loin que si c'était plat. Et finalement, si on tire avec suffisamment de vitesse, eh bien, le boulet de canon va toujours rater la Terre. Et il va se mettre à tourner. Alors, comme c'est une expérience par la pensée, mon boulet de canon va magiquement traverser mon canon. Hein? C'est bien une expérience par la pensée, hein, j'avais prévu. Alors, cette fameuse vitesse, pour y arriver, eh bien, elle est très élevée. Mais ce qu'il faut surtout retenir, au-delà de la valeur, c'est que quelque chose qui est en orbite autour de la Terre, on pense souvent, il ne tombe pas. En fait, si, il fait que ça. Il ne fait que tomber. Vous êtes tout le temps en train de tomber quand vous êtes en orbite. Bon, tant qu'à parler de choses qui tombent, parlons un petit peu des astronautes. Voilà quelques astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale, et là, leurs pommes et leurs oranges, là, elles ne tombent pas. Ils sont en apesanteur, avec le A privatif. Et là, je vais vous demander, tiens, là où se trouve la station spatiale, à 370 km d'altitude, que vaut la gravité? Est-ce qu'elle est quasiment la même qu'ici? Est-ce qu'elle vaut 1/10 de celle que vous subissez ici à Liège? 1/100? Ou est-ce qu'elle vaut quasi 0? Bon, alors cette fois-ci, vous me répondez tous. Hein. Alors, qui me dit quasiment la même qu'ici? Qui me dit 1/10? Qui me dit 1/100? Qui me dit quasiment 0? Ah, vous êtes bien affirmatif là. Je suis désolée de vous décevoir. La gravité, à 370 km d'altitude, c'est quasiment la même qu'ici. Oui, parce que, figurez-vous, vous avez peut-être vu dans vos cours de physique que la gravité est en 1 sur r carré, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la distance au carré. Oui, mais ce n'est pas la distance à la mer, c'est la distance au centre de la Terre. Et la Terre, son rayon, c'est 6378 km en moyenne. Oh, mais 6378 km, plus ou moins 370, on s'en fout. Soyons clairs. Donc ça ne va quasiment rien changer. Et si vous voulez vraiment, vraiment voir quelque chose qui change, arriver à 1/10 de la gravité, vous allez devoir aller à 14 000 km d'altitude. Pour 1/100 à 57 000 km d'altitude. Donc, ces braves astronautes, ils subissent la même gravité que vous. Oui, il y a quand même une petite attrape, évidemment. La différence entre eux et vous, c'est que eux, ils tombent. Et vous, pas. Si vous voulez avoir la même chose avec les pommes qui flottent et tout le bazar, c'est pas difficile, vous vous levez, vous demandez au gars qui est à côté de vous vous faire un croc en jambe, vous tomberez, donc vous flotterez pendant un certain temps. Mais au moins, vous aurez subi les mêmes expériences que les astronautes. Bon, d'accord, ça risque d'être court. Hein.
Bon, vous pouvez essayer de vous lancer du haut du Palais des Congrès, ceci dit, je ne vous le conseillerais pas, hein, mais voilà. Donc c'est une simple différence, non pas dans la gravité elle-même, mais dans ce que vous faites. Vous résistez pour le moment à la gravité. Et eux, pas. Ils se laissent aller, ils tombent. Et c'est ça la grande différence. Alors revenons un peu à nos moutons et à notre fameuse vitesse pour se mettre en orbite autour de la Terre. Cette vitesse qu'on appelle vitesse de satellisation, eh bien, elle vaut 7,9 km par seconde. Un peu plus de 28 000 km/h. Alors, évidemment, c'est là que vous voyez apparaître tout le problème. Quand j'ai dit qu'il fallait qu'une heure d'autoroute pour faire 100 km, horizontalement, c'est pas votre petite voiture ou votre grosse voiture, je ne sais pas avec laquelle vous êtes arrivé, ou votre bus du tech, hein. Bref, qui va vous amener, évidemment, à 28 000 km/h. Pour atteindre 28 000 km/h, il va vous falloir un véhicule différent. Qu'est-ce qu'il va falloir comme véhicule? Un petit peu, allez, dites les Liégeois ici, sincèrement. Bon, si on veut atteindre 28 000 km, il nous faut... Voilà, une fusée. Alors, pour ne pas faire de jaloux, j'ai mis plusieurs fusées. Vous choisissez celle que vous préférez. Hein. Je ne fais pas de préférence. Mais je peux vous expliquer le principe de la fusée. Alors, tant que j'y étais, j'ai besoin de volontaires, puisque j'en ai un qui n'a pas voulu me répondre. Allez, hop. Ah bah oui. Avec un ballon, si tu veux faire, tu souffles. Allez, un petit peu plus fort. C'est bien. Merci beaucoup. Ok. Bon. Mon ballon. Le cœur d'une fusée, c'est l'équivalent d'un ballon. Le cœur d'une fusée, c'est ce qu'on appelle la chambre de combustion, dans laquelle on va mettre du gaz. Du gaz à haute pression. Alors que fait ce gaz dans cette chambre de combustion? Bah, il pousse sur les parois. Comme dans mon ballon. Il pousse à gauche, ça pousse à droite, ça se compense. Ça pousse en haut, ça pousse en bas, ça se compense. Ça pousse un peu en diagonale, ça pousse un peu dans l'autre diagonale, ça se compense aussi, tout va bien, il ne se passe rien. Évidemment, ce que j'oublie de dire, c'est que pour faire une bonne chambre de combustion, il y a un élément très important. Un trou. Il vous faut absolument un trou. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si vous avez un trou, ça pousse à gauche, ça pousse à droite, ça se compense, ça pousse en haut, ça pousse plus en bas, il y a un trou. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste une force qui va vous permettre de monter. Et c'est comme ça que fonctionne la fusée, simplement. C'est juste en ayant une enceinte avec un petit trou. Mais, avec les meilleures fusées actuelles, vraiment les meilleures, les plus magnifiques que vous pouvez imaginer, vous n'atteindrez jamais que 6 km par seconde de vitesse. Et c'est une fusée qui ne sert à rien. Vous ne mettez rien dessus, il n'y a aucun satellite, rien. Elle part à vide, ce qui est le plus facile, évidemment. 6 km par seconde. La vitesse de satellisation, si vous vous souvenez, c'est presque 8. Diable, on ne serait jamais allé dans l'espace. Ben, en fait, si. Mais il ne faut pas mettre qu'une fusée. Il faut en mettre plusieurs. On fait ce qu'on appelle le multi-étage. C'est pas une idée nouvelle, hein. C'est pas une idée nouvelle. Quand on faisait des fusées en Chine, il y a très longtemps, l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'était des fusées, vous pensez feux d'artifice, c'était mignon, tout ce qu'on veut, oui, mais les Chinois, ils utilisaient leurs fusées aussi comme arme offensive. Et pour que ça aille plus loin pour embêter l'ennemi, eh ben, ils avaient trouvé cette idée de superposer les fusées. Et chez nous, en Europe, au Moyen-Âge, eh bien, on avait aussi des fusées offensives comme ça, et on a trouvé la même solution que les Chinois, superposer les fusées. Alors comment ça marche? Ben, simplement, vous allumez la première, elle se consume, et une fois que vous avez vidé le carburant, eh ben, vous la lâchez. Alors pourquoi vous la lâchez? Ben, parce que c'est vide. C'est juste de la masse qu'il vous faut relever vers le haut, c'est lourd, c'est pénible, ça vous pompe de l'énergie.
on s'en débarrasse. Et du coup, vous êtes plus léger et vous avancez plus vite. C'est simplement ça l'idée du multi-étage. Et ça marche relativement bien, il faut bien avouer. Maintenant, il faut quand même avouer une petite chose, c'est qu'une fusée, on dit souvent qu'on est assis sur un pétard. C'est pas faux. Quand on regarde la charge utile, c'est-à-dire le satellite, la capsule habitée, enfin le truc qu'on veut envoyer dans l'espace, c'est quelques pourcents de la masse de toute la fusée. Alors, si on veut comparer ça à une situation, je veux dire, dans la vie de tous les jours, imaginez quand vous voulez partir en vacances avec votre voiture, hein, papa, maman, les gamins, la grand-mère, les bagages, tout ça, 50 kg maximum. Il va falloir entamer une petite cure d'amaigrissement, les enfants. Parce que là, c'est vraiment, vraiment très difficile. Donc l'espace, non seulement vous allez avoir besoin de choses très particulières pour aller dans l'espace, mais en plus, il va falloir être léger, le plus maigre possible. Alors, évidemment aussi, quand vous devez partir en voyage, vous devez choisir votre tour opérateur, votre compagnie, enfin bon, bref. Alors, dans l'espace, ça s'appelle les nations spatiales. Il faut savoir que chaque année, bon an, mal an, on a typiquement 70 à 80 lancements, chaque année. Et ces lancements sont le fait de 11 nations spatiales, c'est-à-dire 11 pays qui ont l'accès à l'espace. D'où ma question, évidemment, vous me voyez arriver, quelles sont ces nations spatiales? Allez, j'ai besoin de 11 noms. Qui commence? Les États-Unis, la Chine, la Russie, non, pas la Russie, l'URSS. Ah, ce n'est pas pareil, les enfants. Ce n'est pas pareil, c'est l'URSS qui est nation spatiale. Et du coup, en fait, la Russie et l'Ukraine, qui ont tous les deux des lanceurs, ne sont pas considérées comme nations spatiales parce qu'elles ont hérité leur technologie de l'URSS. Donc c'est bien l'URSS qui est nation spatiale. Bon, j'ai entendu la France. L'Inde, l'Europe, non, l'Europe n'est pas un pays, elle ne compte pas. L'Allemagne, non. Le Japon, alors attendez, on va faire une pause là. On a la Chine et le Japon. On a les États-Unis et l'URSS. La France, qui est l'ennemi héréditaire de la France? L'Angleterre, très bien. Laquelle? Les deux. Les deux. Alors, il vous manque deux frères ennemis. L'Iran et Israël, effectivement, Iran et Israël. Ok, mais ça va, vous êtes pas mal débrouillés. Vous avez ici les premiers lancements de tous ces pays-là. Et effectivement, l'Union européenne, je l'ai simplement rajouté par complétude. Hein, on fait des lancements avec Ariane Espace depuis 1979, mais elle n'est pas considérée comme nation spatiale. Ok. Vous êtes dans l'espace. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez. Bah, oui, vous avez atteint la vitesse de satellisation. Vous tournez. Il n'y a pas le choix. Alors ça, vous tournez, il faut encore choisir où on tourne. Il y a plusieurs endroits. Il y a ce qu'on appelle l'orbite basse. L'orbite basse, c'est en dessous de 1000 km d'altitude. Alors l'orbite basse, c'est bien parce que c'est près. Bah, c'est près, ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin d'une caméra hyper sophistiquée pour espionner votre voisin. Vous n'avez pas besoin d'antennes gigantesques pour communiquer avec la Terre. C'est simple, vous êtes juste à côté. Maintenant, vous remarquez une petite chose, c'est que l'orbite basse, c'est une zone petite. Donc, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Du coup, parfois, c'est intéressant d'aller un petit peu plus haut, dans ce qu'on appelle l'orbite moyenne. Alors, ces orbites moyennes, en fait, il y a plus de place, et c'est là qu'on va plutôt mettre les constellations de satellites, donc ces groupes de satellites qui fonctionnent tous ensemble, comme par exemple pour les systèmes de positionnement, le GPS, c'est là qu'on va le mettre. Alors, quand je vous ai dit de tourner, je ne vous ai pas précisé en combien de temps. Or ça, c'est quand même un paramètre extrêmement important. D'où ma question, de quoi dépend la période d'un satellite, le temps mis pour faire un tour? De la masse du satellite, de la taille du satellite, de la distance à la Terre ou de la masse de la Terre?
Alors, qui me dit de la masse du satellite? Qui me dit de la taille du satellite? Qui me dit de la distance à la Terre? Qui me dit de la masse de la Terre? J'ai pas vu de bonne réponse. Je vous ai jamais dit qu'il y avait qu'une seule bonne réponse. Hein. Je vous ai jamais dit que la bonne réponse était d'ailleurs dans ma liste. Hein. Donc en fait, ça dépend de la distance à la Terre et de la masse de la Terre. C'est une loi qu'on appelle les lois de Kepler. C'est un vieux machin qu'on connaît depuis 4 siècles. Ça marche bien, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en gros, qu'en orbite basse, il vous faut 1 heure et demie. Donc en orbite basse, vous tournez très vite. 1 heure et demie et vous faites un tour. Et plus vous vous éloignez, plus la période va être longue. Par exemple, à 10 000 km d'altitude, vous êtes à 6 heures. Et puis, vous pouvez augmenter. Alors là, vous me voyez peut-être venir, il y a une orbite particulière, qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Alors, cette orbite a ça de particulier, qu'elle tourne, un objet qui est mis sur cette orbite-là, tourne en 24 heures. Et donc, par rapport à un point de la Terre, il tourne, certes, mais il est toujours au-dessus du même point de la Terre, puisqu'il tourne avec elle. Géostationnaire, stationnaire par rapport à la Terre. Quel est diable l'intérêt d'aller mettre un machin à cette distance-là? Désolé. Alors, l'intérêt, c'est que justement, vous voyez toujours le même morceau. Par exemple, à la télé, vous regardez peut-être la météo. Vous n'avez jamais remarqué que la météo, c'est comme si on avait mis une caméra et puis on voit les nuages qui se baladent tranquillement. La caméra, elle est sur l'orbite géostationnaire. On prend des photos tout le temps et on voit effectivement les nuages qui se baladent. Si on veut faire de la TV par satellite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la télé par satellite ici? Vous êtes tous chez vous? Ah, il y en a un! Bon, ouf, nous sommes sauvés. Alors, la télé par satellite, tu as une antenne. Bon, si l'antenne relais est en orbite basse, ça veut dire 1 heure et demie. Donc au-dessus de vous, elle passe quelques minutes, typiquement. Donc en gros, Louis, avec son antenne, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut voir quelque chose, il sait que le machin va passer en quelques minutes dans le ciel, donc il sort dans son jardin, ou sur son balcon, je ne sais pas, il prend son antenne et prout! Et puis il attend 1 heure et demie pour revoir 3 minutes. Est-ce que c'est ça que tu fais? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis son antenne, il l'a orientée, et puis il est retourné dans son canapé pour regarder tranquillement la télé. Il n'a pas bougé son antenne, elle reste là. Elle regarde toujours le même point du ciel. Pourquoi? Parce que c'est dans cette direction-là qu'il y a le satellite. Il est sur l'orbite géostationnaire. Alors l'orbite géostationnaire, effectivement, le satellite est au-dessus du même point de la Terre, mais vu de la Terre, le satellite est toujours au même point du ciel. Et donc, votre antenne, vous l'orientez une fois pour toutes dans une direction et vous ne la bougez plus. Donc pour les relais, l'orbite géostationnaire est très intéressante. Pour surveiller de grandes zones, c'est aussi extrêmement intéressant. Maintenant, il faut quand même vous dire une chose, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, c'est pour une Terre qui est un point massif ou une sphère parfaite. C'est un objet que les physiciens aiment bien étudier, mais ceci dit, dans la réalité, la Terre, elle ressemble à ceci. Alors je sais, j'ai un petit peu exagéré, mais vous voyez un petit peu, hein, ce sont des images qui viennent de l'Agence spatiale européenne. Vous voyez la forme de la Terre. Dans le genre sphère parfaite, on a fait mieux. Ce qui veut dire que votre satellite qui tourne, et notamment sur une orbite basse, de temps en temps, ils vont sentir moins de gravité. De temps en temps, ils vont sentir plus, de temps en temps, ils vont aller plus vite, de temps en temps, ils vont aller moins loin. Ils sont perturbés. Ils ne savent pas quoi faire. Leur orbite change. C'est embêtant. Vous vouliez mettre gentiment votre satellite sur un endroit donné, et puis ça n'arrête pas de changer. Ça consomme du carburant, tout ça, il faut corriger. C'est emmerdant. Certes. Maintenant, les perturbations, on les connaît. Et donc, il y a des petits malins qui s'amusent. Et ils s'amusent à calculer des orbites qui sont perturbées dans le bon sens.
sens. Par exemple, vous prenez une orbite qu'on appelle l'orbite héliosynchrone. Hélios, le Soleil, hein, synchrone avec le Soleil. C'est une orbite particulière qui, quel que soit le moment de l'année, fait toujours le même angle par rapport au vecteur Terre-Soleil. Vous voyez, toujours le même angle. Vous allez me dire quel intérêt? Imaginons que vous surveillez quelque chose et vous passez, puisque l'angle avec le Soleil est toujours le même, vous passez au-dessus de l'endroit à la même heure, c'est-à-dire dans les mêmes conditions d'ensoleillement. Choisissons, tout à fait par hasard, le tout début de matinée ou la fin de journée, quand les ombres sont longues, et que si vous voulez faire un nouveau bâtiment super secret, dès que vous avez posé 3 briques, on le voit. Dès que vous avez des troupes qui rentrent, par exemple en Ukraine, eh bien plein de gens peuvent vous voir. C'est super pratique. Donc l'orbite héliosynchrone, pour la surveillance de ce qui se passe sur le sol planétaire, c'est extrêmement intéressant. C'est pas intéressant seulement que pour les militaires, parce qu'on a mis des satellites en orbite autour de Mars, sur des orbites comme ça, et l'idée était la même, c'était de voir s'il y avait des changements au fil du temps. Pour repérer plus facilement, c'est plus facile quand on a les mêmes conditions d'ensoleillement. Et il y a des petits champions à ce jeu-là. Les champions, c'était les soviétiques. Ils avaient calculé, ils aimaient bien calculer, magnifique. Gars qui ont fait des orbites absolument extraordinaires, et une de ces orbites magnifiques, c'est l'orbite Molniya. Alors il faut que je vous explique que je vous ai parlé des satellites géostationnaires qui permettaient de servir de relais. Ce qu'il y a, c'est que les satellites géostationnaires, ça ne fonctionne que dans le plan de l'équateur. Alors bon, nous, on n'est pas dans le plan de l'équateur, mais on n'est quand même pas aux latitudes les plus élevées, donc ça va encore. Mais pour les Russes, ils sont plus hauts. Eux, ça commence à devenir compliqué. Et donc, pour eux, ce qu'il faut, c'est pas un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui passe beaucoup de temps au-dessus de la Russie. Les Molniya, eh bien, ils ont une orbite de 12 heures, et ils ont une orbite en fait très allongée, et ils passent 8 heures de cette orbite très allongée au-dessus de la Russie. Bon, et puis quelques heures très près de la Terre, où ils vont très vite, mais 8 heures, vous en mettez 3 fois 8, 24, tout va bien, vous avez votre relais assuré pour toute la journée. Mais c'est une orbite de 12 heures. Ce qui veut dire que, à 180 degrés de latitude de la Russie, eh bien le satellite va aussi passer 8 heures. Et qu'est-ce qu'il y a à 180 degrés de la Russie, en longitude? Eh bien, un satellite qui embarque 2 trucs, une petite caméra et un relais. C'est pratique quand même. Vous n'en voyez pas 2, vous payez un satellite, il vous fait 2 trucs. On fait des économies, on a toutes les infos qu'il nous faut sur les Américains, tout va bien. Donc vous voyez, il y a des champions quand même dans ce jeu-là. Autre type d'orbite, c'est pas tourner autour de la Terre, mais tourner avec la Terre. Ça demande un peu plus d'énergie pour s'en libérer, mais néanmoins, c'est quand même relativement pratique. Par exemple, si vous voulez voir le Soleil, et notamment les éruptions solaires, dans tout leur volume, parce que, bon, nous, on regarde le Soleil, on a un point de vue, mais vous savez bien que la vision stéréoscopique, la vision 3D, on l'a grâce à nos 2 yeux. Et donc, si on arrivait à avoir 2 points, on verrait un petit peu mieux ce qui se passe sur le Soleil. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la mission météo, ils ont envoyé un satellite devant, un satellite derrière, et ils avaient une bonne vue sur le Soleil, ils voyaient très bien ce qui était en train de se passer. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les points de Lagrange. Les points de Lagrange, c'est vrai, c'est quelque chose de compliqué. Je vais juste essayer de vous faire comprendre le premier, le point de Lagrange L1, situé entre la Terre et le Soleil. La Terre et le Soleil, ils attirent tous les deux, ils ont chacun leur gravité. Alors vous imaginez bien, bon, le Soleil il tire très fort, il est très gros, et puis vous avez la Terre qui tire aussi, et puis vous êtes entre les deux. Si vous êtes très près de la Terre, vous serez attiré par la Terre. Si vous êtes très près du Soleil, vous serez attiré par le Soleil. Mais à un moment, vous allez trouver un point d'équilibre où vous êtes tiré des 2 côtés de manière égale. C'est compréhensible. Bon. Eh bien, ce point d'équilibre, c'est le point L1. Il est situé
à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Si la Terre et le Soleil ne bougeaient pas, il n'y en aurait qu'un de point d'équilibre. Mais il se fait que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Et dans ce cas-là, et je vous demande de me croire, sinon on va faire 2 heures de maths, hein, il y en a 5. Il y a L1, il y a un autre point d'équilibre qui est le symétrique de L1 par rapport à la Terre, L3 à l'autre bout, et puis L4 et L5, ceux-là ils sont faciles parce que c'est des triangles équilatéraux. C'est tout mignon et tout le monde tourne joyeusement avec la Terre. Alors, L3 on oublie, il est loin, c'est compliqué, on n'y va pas. L1, il est très pratique si vous voulez observer le Soleil. C'est pas comme si vous êtes autour de la Terre, la Terre vous cache le Soleil tout le temps, c'est emmerdant, vous êtes en L1, vous avez le Soleil en plein, pas de problème. Si vous êtes en L2, il y a un autre avantage. En L2, vous avez le Soleil et la Terre dans le dos. Les gros perturbateurs dans le dos. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des mesures précises, il n'y a pas de problème. Vous mettez un beau bouclier dans le dos, et puis vous regardez de l'autre côté. Donc c'est là qu'on va mettre des satellites qui vont avoir besoin de faire des choses extrêmement précises. Par exemple, c'est là que l'Agence spatiale européenne a mis Planck, a mis Herschel, qui sont des satellites avec une participation liégeoise, mais qui ont été extrêmement importants et qui ont donné pas mal de résultats. L4 et L5 sont un petit peu particuliers parce que ce sont des points d'équilibre stables. C'est-à-dire que s'il y a un petit caillou qui se balade dans le système solaire et qui arrive en L4, il y reste. S'il y a un deuxième petit caillou qui se balade et qui arrive en L4, il y reste. Et conclusion, en L4 et en L5, vous avez d'énormes bancs de cailloux. Et forcément, vous n'allez pas mettre un satellite dans un banc de cailloux, donc on oublie L4 et L5 pour faire de la science. Mais par contre, il existe des choses là-bas, en L4 et en L5, qui vont avec la Terre. C'est pas vraiment des lunes, hein, mais bon, c'est des bancs de cailloux. Et c'est valable pour d'autres planètes. Désolée. Je pense à Jupiter, par exemple. Jupiter, vous pouvez faire la même chose. Hein. Donc vous prenez le Soleil, Jupiter, et puis vous tracez gentiment vos triangles équilatéraux. Et quand vous faites ça, en L4 et en L5, vous avez des groupes d'astéroïdes, en fait. Les Troyens, d'un côté, et les Grecs. Donc Achille, Hector, Priam. Alors bon, séparés, hein, les deux camps ne se parlent plus très bien depuis une célèbre guerre. Hein. Mais bon, vous avez les deux bien séparés, et les deux sont là, et ils tournent ensemble. Ça marche même avec d'autres cas. Si vous prenez Saturne à la place du Soleil, vous prenez une des grosses lunes de Saturne à la place de la Terre, et bien vous avez des lunes qui accompagnent, par exemple, Hélène, la lune Hélène accompagne Saturne et je crois que c'est Callisto. Donc il y a tout un ensemble de lunes comme ça, non c'est pas Callisto. Mais bon, bref, vous avez comme ça des lunes qui se mettent avec d'autres lunes et avec des planètes. Donc il y a moyen de faire des triangles équilatéraux un peu partout dans le système solaire, ça marche très bien, c'est très mignon. Mais par contre, pour mettre des vaisseaux spatiaux, c'est pas top. Bon, maintenant on est toujours quand même resté près de la Terre. De temps en temps, on a envie d'aller plus loin. Et si on a envie d'aller plus loin, bah, il n'y a qu'une seule solution. Aller plus vite. Il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération. Donc on avait la vitesse de satellisation pour tourner, pour s'échapper de la Terre, échapper à l'attraction de la Terre, la vitesse de libération. Le problème, c'est qu'elle est plus élevée. Elle est vachement plus élevée. 11 km par seconde, c'est-à-dire pratiquement 40 000 km/h. C'est plus compliqué, il vous faut une fusée plus forte, enfin, ça a plus de contraintes, mais ça marche. On y arrive. Maintenant, on y arrive, mais soyons clairs, on fait le plus d'économies possible. Et il y a un gars qui a trouvé une solution, il s'appelait Hohmann. Et sa solution, c'est que le trajet le plus économique, imaginez, vous avez le Soleil ici, en vert, c'est l'orbite de la Terre, en rouge, c'est Mars. Pour passer de la Terre à Mars, eh bien, vous tracez l'ellipse qui est tangente aux deux orbites, et puis vous êtes avec la Terre, à un moment, pouf, petit coup de moteur, et tchouk, vous arrivez sur Mars. Un seul coup de moteur, il n'y a pas besoin de plus. Ça marche relativement bien, c'est une jolie petite technique. Hein, c'est pas mal. Allons-y, petit coup de moteur, j'y vais.
Vous remarquerez que mon vaisseau, il est arrivé à l'orbite martienne. Il y a juste un petit problème. Mars, il est là. Et mon vaisseau, il est là. Il faut évidemment donner un petit coup de moteur, juste un, mais il faut le donner au bon moment. Parce que la Terre et Mars tournent tous les deux à des vitesses différentes. Et bon, c'est comme si, je ne sais pas moi, si vous faites du rugby ou du foot ou n'importe quoi, enfin n'importe quel jeu où il faut se passer la balle, si vous courez tous les deux, vous n'allez pas envoyer vers là où se trouve le gars, mais un petit peu en avant pour que quand le temps que la balle arrive, eh bien, il y soit. C'est pareil ici. Pour arriver, il faut partir au bon moment, dans un sens comme dans l'autre. L'autre possibilité, c'est d'utiliser les points de Lagrange. Parce que les points de Lagrange sont des points d'équilibre entre les deux sphères d'influence. Par exemple, vous mettez en L1 un petit pas sur le côté, et vous êtes dans la sphère d'influence du Soleil, vous êtes libéré de la Terre. Vous voulez revenir, un petit pas dans l'autre sens, vous êtes revenu, vous êtes de nouveau attiré par la Terre. C'est gentil, ça ne demande pas beaucoup de trajets, il faut juste bien s'accorder pour passer par tous les points de Lagrange qu'il faut pour rejoindre votre destination, ce qui n'est pas toujours très simple, mais de nouveau, il y a des champions en la matière. Alors, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'était fin des années 70, début des années 80. Il allait y avoir un événement formidable en 1986, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, pour les moins jeunes d'entre nous, il allait y avoir le passage de la comète de Halley. Bon, elle passe tous les 76 ans, il était temps de faire quelque chose. Et donc toutes les agences spatiales du monde avaient décidé d'envoyer un truc. Les Soviétiques avaient leur vaisseau, les Japonais avaient leur vaisseau, et les Européens avaient décidé de s'allier aux États-Unis pour envoyer un vaisseau vers la comète de Halley. Avec une magnifique caméra testée à Coin d'ailleurs. Mais bon, passons. Le problème, c'est que les Américains, début des années 80, se disent « Ouais, finalement, on n'y va pas. » Les Européens, eux, ils étaient embarqués par les Américains. Ils n'avaient jamais fait de mission dans le système solaire tout seuls. Les Européens ont dit, on y va quand même. Alors là, les Américains étaient emmerdés parce que vous aviez les Soviétiques, il y avait les Européens qui s'y mettaient, les Japonais, ils allaient être la seule agence spatiale qui n'aurait pas de vaisseau qui allait voir la comète de Halley. Sauf qu'ils n'avaient pas de vaisseau. Vous savez, préparer une mission, ça se fait des années à l'avance, et là, il était trop tard. Alors, quoi faire? Et c'est là qu'il y a un ingénieur de la NASA, un brave gars, qui s'appelle Bob Farquhar. Eh bien, ce type, il dit, j'ai une idée. Alors, le gars, en fait, était un fanat des points de Lagrange. Il avait réussi à proposer à des gars qui voulaient observer le Soleil de mettre un vaisseau en L1 pour observer le Soleil en continu. C'était le premier cas, c'était lui qui l'avait proposé, ça marchait bien. Les gens étaient très contents, leur vaisseau était là en L1, il observait le Soleil. Puis il a dit, mais c'est pas grave, il suffit de prendre le vaisseau, de le détourner, de faire un tout petit peu de trajet. Alors, il faut quand même que vous vous rendiez compte que le machin en question était censé observer le Soleil. Donc on lui avait donné du carburant pour rejoindre L1, ou un petit peu pour faire 2-3 manœuvres à gauche et à droite, mais il était arrivé à destination. Il n'avait pas de carburant supplémentaire, le gars. Donc, bon, on avait un vaisseau, mais il n'y avait pas d'essence dans la voiture, quoi, en gros. Mais c'était pas grave. Il l'a envoyé faire un petit tour du côté d'L2, il l'a fait passer près de la Lune, un petit peu, 2-3 petits tours à gauche et à droite, et ça marchait, sans avoir besoin de trop de carburant. En 85, le vaisseau est parti. Il s'appelait IZ-3. Et IZ-3 est passé dans la queue de la comète Giacobini-Zinner en 85. En faisant ça, les Américains battaient tout le monde. Bon, d'accord, ils passaient juste dans la queue de la comète, il ne se passait pas grand-chose, c'était pas super intéressant scientifiquement, mais c'était les premiers à passer près d'une comète. Et en plus, évidemment, ils sont passés aussi dans la queue de la comète de Halley en 86. 2 comètes. C'était très bien, sauf pour les gars qui observaient le Soleil.
eux, ils n'étaient pas contents. Mais alors là, pas contents du tout. Ils avaient dit à Farquhar, tu nous as volé notre vaisseau. Et Farquhar avait dit, non, je l'ai emprunté. Parce que, après avoir été voir la comète de Halley, il lui avait fait faire une petite manœuvre qui amenait le vaisseau sur une trajectoire de retour qui repassait près de la Terre en 2014. Et donc son idée, c'était on rallume un peu les moteurs et choup, on le renvoie en L1. Bon, d'accord, il leur avait piqué 30 ans. Mais c'était un emprunt. Et donc, Farquhar essayait de mobiliser à la NASA pour essayer de remettre le vaisseau sur le bon chemin. Les gens à la NASA n'étaient pas très motivés, il faut bien avouer. On a déjà du mal à s'occuper des missions qui sont en cours. Alors, une mission vieille de 30 ans, je ne vais pas dire que tout le monde s'en foutait, mais quasiment. Et donc, quoi faire? Un jour, la NASA, en avril, a dit « on fait rien ». Mais il y avait des fanats de l'idée qui avaient trouvé l'idée très amusante et qui ont fait du crowdfunding. Ils ont récupéré des sous, ils ont été à Arecibo, la fameuse grande antenne radio qui se trouve à Porto Rico. Vous l'avez certainement vu si vous avez vu GoldenEye à la fin. James Bond se retrouve dans une espèce de grande antenne, c'est là. Oui, elle n'est pas dans un lac, il n'y a pas d'eau d'habitude. Mais enfin, c'est rien, c'est la grande antenne. Et dans cette grande antenne-là, c'était très pratique parce qu'on peut envoyer comme ça et voir un peu ce qui revient. Et ils ont réussi, après finalement assez peu de temps, à avoir le contact avec la sonde. Il faut savoir qu'on avait perdu tous les protocoles de communication et tout, ça a été la foire pour retrouver. Mais ils ont réussi à refaire ça, à communiquer avec la sonde et même à commander la propulsion. Début juillet 2014, c'était parti. Et il fallait qu'ils donnent vraiment le grand coup de propulsion en août 2014. Le seul petit problème, c'est que quand ils l'ont lancé en juillet, ils n'ont jamais réussi à le rallumer. Il y a eu un problème, qui sont toujours en train d'ailleurs de réfléchir dessus, parce que figurez-vous que le vaisseau va revenir en 2019, si ça vous intéresse. Vous pouvez participer à une campagne pour essayer de remettre la sonde près de L1, parce qu'elle fonctionne toujours très bien, en fait. Ils ont réessayé tous les systèmes scientifiques, fonctionnent très bien. Je ne vais pas dire que c'est une sonde à louer, mais enfin, un petit vaisseau tranquille qu'on peut facilement utiliser. Cependant, quand on fait tout ça, point de Lagrange, Schumann, tout ce qu'on veut, on ne va pas très loin. En fait, au mieux, on atteint Saturne. Et pourtant, je ne sais pas si cet été vous avez vu les belles images de Pluton, qui est plus loin. Eh bien, on a utilisé, pour arriver à ça, on a utilisé une technique qui s'appelle la fronde gravitationnelle. Alors, ce n'est pas une fronde en fait. On va dire qu'on emprunte de l'énergie. Dans la réalité, on la vole, mais enfin, ça fait mieux de dire qu'on l'emprunte. Et donc, pour le comprendre, je vais vous faire une petite expérience. Vous allez sur les rails du TGV avec une petite babale. Et vous installez joyeusement sur ces rails de TGV avec le train qui arrive à 300 km/h, vous lancez la babale vers le train. Disons à 10 km/h. Bon, cette situation-là, c'est la situation que vous voyez, vous, en ayant lancé la balle. Si vous vous mettez du côté du conducteur de train, il voit la balle arriver vers lui. À quelle vitesse? Eh bien, à 300 plus 10, à 310 km/h. Cette babale va finir par arriver sur le train, c'est un TGV très solide, la babale rebondit sur le train. Elle rebondit parfaitement, et donc du coup, elle va avoir 310 km/h dans l'autre sens, par rapport au train. Donc cette fois-ci, elle s'éloigne du train à 310 km/h. Et par rapport à vous, vous êtes toujours sur les rails, enfin, peut-être en morceaux, hein, mais bon. Vous n'êtes pas à la vitesse du train. Donc, 310 km/h plus 300 pour avoir par rapport à vous. Donc vous avez envoyé une petite babale à 10 km/h, elle vous revient à 610 km/h. C'est pas beau, ça? C'est pas du gain en énergie, ça? Simplement, ça a utilisé un petit peu l'énergie du train. Ça marche très bien. Bon, pour les planètes,
soyons clairs, on n'envoie pas les vaisseaux rebondir sur les planètes. Mais ça marche aussi si on frôle. D'accord? Donc on frôle la planète, on lui pique un peu d'énergie, et le seul bémol, c'est qu'on ne garde pas la même direction. D'accord? C'est la même chose qu'un balle, vous l'envoyez comme ça, elle revient dans l'autre sens avec beaucoup de vitesse. Mais ici c'est pareil, vous allez arriver près de la planète, lui prendre un peu d'énergie, mais votre trajectoire va être un petit peu déviée. Ça peut se calculer. Et ça marche relativement bien. Petit exemple, la sonde Cassini. La sonde Cassini, qui travaille encore en ce moment autour de Saturne, elle a été lancée en 97. Elle n'a pas été lancée vers l'extérieur du système solaire. Elle a été lancée vers l'intérieur. Elle a été lancée vers Vénus. Elle a survolé Vénus une fois, elle a survolé Vénus une deuxième fois, et puis elle a survolé la Terre. Vous remarquerez, c'était en août 99. Ça vous rappelle quelque chose? Le 11 août 99, il y avait une éclipse. Oh oui, une belle éclipse de soleil. Sous les nuages. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était sous les nuages. Mais bon. Alors évidemment, nous avions des grands gars qui avaient fait des prédictions. Alors, nous avions tout d'abord Paco Rabanne. Ce brave Paco Rabanne avait dit, le 11 août 99, la station spatiale Mir, ah oui, il n'y avait pas encore l'ISS, Mir va tomber sur Paris. Et il avait ajouté, et si je me trompe, je ne dirai plus rien. Et depuis, on ne l'a plus jamais entendu. Il y en avait une deuxième, Elisabeth Tessier, qui elle avait dit, la sonde Cassini, qui ne passait pas le 11, elle passait le 18, mais enfin, elle va s'écraser sur Paris, oui c'était toujours Paris, elle va s'écraser sur Paris, et comme la sonde Cassini contenait du plutonium, hiver nucléaire sur l'Europe. Seul problème, elle n'a pas ajouté que si elle se gourait, elle se tairait. Conclusion, elle cause toujours. Mais bon, la sonde Cassini est passée à côté de la Terre, comme prévu, le 18 août, et elle a continué vers Jupiter. Elle est passée près de Jupiter, a volé un petit peu d'énergie à Jupiter, et finalement, en 2004, 7 ans après être partie, elle est arrivée autour de Saturne. 7 ans de voyage. Bah, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Mais vous remarquerez que c'est quand même assez compliqué. Il faut quand même bien envoyer au bon moment pour pouvoir survoler un certain nombre de planètes exactement, correctement. C'est en fait un peu comme un petit bébé. Vous avez une cuillère remplie de nourriture. Et le gamin sur la chaise, il ouvre la bouche de temps en temps et il tourne la tête dans tous les sens. Et vous devez lancer votre cuillère pour qu'elle arrive dans la bouche quand la bouche est ouverte et tournée vers vous. Il faut bien calculer son temps. C'est pareil pour le spatial. Il faut lancer au bon moment. Alors le bon moment, c'est parfois vraiment le bon moment. Je m'explique. Prenons les sondes Voyager. Les sondes Voyager, ce sont des sondes qui sont parties de la Terre et qui ont fait ce qu'on a appelé le grand tour. Elles ont été voir Jupiter, Saturne, et puis, pour l'une des deux, Uranus et Neptune. Toutes les géantes du système solaire, d'un seul coup. Elles ont été lancées en 76-77, et en fait, c'est dans les années 60 qu'il y a un gars à la NASA qui avait calculé le truc un peu, et il s'était dit « Ah, super, si on le lance en 76-77, on va pouvoir y aller !» C'était une bonne idée, il restait très peu de temps pour le faire, ce qui généralement est un gros problème, mais il ne fallait pas le rater, parce que cette configuration-là se reproduit seulement tous les 175 ans. C'était maintenant ou jamais. Et c'est souvent comme ça. Si vous commencez à devoir survoler plusieurs trucs, il faut faire gaffe, il ne faut pas lancer n'importe quand. C'est comme ça que la sonde Rosetta, elle n'a pas pu être lancée au départ quand elle était prévue, et donc, conclusion, elle n'a pas été voir la comète qui était prévue au départ. Elle en a vu une autre qui était tout aussi jolie, hein, on ne va pas faire de différence, mais bon, c'était pas celle de départ. Donc, selon ce qu'on fait, on a des contraintes. Il faut partir toujours au bon moment. Et bien sûr, si vous partez, il va falloir faire vos valises. Et faire ces valises, pour un vaisseau spatial,
c'est assez compliqué, puisqu'il doit emporter avec lui tout ce dont il a besoin. Alors, soyons clairs, je ne parle pas ici des missions habitées, puisque l'écrasante majorité des missions spatiales sont des missions spatiales avec personne dedans, c'est robotique. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre sur une mission spatiale pour qu'elle fonctionne? Je vous donne un indice. C'est comme un corps humain. Alors, j'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'il faut bien mettre sur un vaisseau spatial? De l'énergie, l'équivalent du sang. Il vous faut un système qui génère l'énergie et qui la fasse circuler. Alors, pardon? Un récepteur, la communication. Important, la communication. Émetteur-récepteur, un système de com complet. Les yeux, les 5 sens, parce que bon, si vous envoyez un vaisseau faire quelque chose, bah forcément, il vous faut des caméras ou je ne sais pas quoi, enfin, ce qu'il est censé faire, l'équivalent des yeux. Quoi d'autre? La peau, effectivement, parce que l'espace, l'espace c'est très chaud, c'est très froid, c'est très compliqué, et donc il va vous falloir une bonne couverture pour être sûr de ne pas avoir trop froid, même peut-être une petite clim à l'intérieur, ça aide peut-être. Quoi d'autre? Ça on l'a déjà dit, l'électricité, l'énergie, le sang, c'est fait. Protection de rayons cosmiques, on les laisse se balader, hein, dites. On y reviendra, vous verrez. Quoi d'autre? Radio, c'est le système de com. La propulsion, les jambes. Ouais, il faut de la propulsion. Quoi d'autre? Oui, les ordinateurs. Le cerveau. Ah oui, il faut un cerveau. Alors pour le moment, vous avez un cerveau, vous avez vos instruments scientifiques, mais tout ça flotte joyeusement dans l'espace. La structure, le squelette. Et puis effectivement, il vous faut des gyroscopes. Ça, c'est un truc qu'on me sort enfin ici à Liège. D'habitude, quand je fais cette conférence, on ne me la sort jamais. Le gyroscope, l'oreille interne, qui vous permet de rester bien gentiment assis sur votre chaise sans dévier dans tous les sens. Eh bien, il en faut aussi sur un satellite. Il faut déterminer comment il est positionné et comment il doit se diriger. C'est ce qu'on appelle l'attitude du satellite. Donc, nous avons, je résume, le squelette, la structure, le cerveau, l'ordinateur de bord, de préférence avec une mémoire, c'est pas mal, du sang, donc l'électricité, hein, et un système qui le génère et le fait circuler, l'oreille interne pour maintenir l'attitude et savoir où votre vaisseau s'en va, des jambes, la propulsion, la communication, la peau, les vêtements pour n'avoir ni trop chaud ni trop froid, et enfin, les 5 sens, les instruments scientifiques. Avec ça, vos valises sont bouclées. Vous pouvez partir. Et là, vous êtes sur le pas de la porte, et vous avez un doute. C'est dangereux. C'est vrai que bon, dans votre choix de destination de vacances, je dirais que la Syrie, en ce moment, c'est peut-être pas vraiment la bonne idée. Donc, dans l'espace, est-ce que c'est dangereux? Disons qu'il y a quelques petits problèmes. Tout d'abord, c'est vide. C'est vide, ça veut dire que lorsque vous envoyez quelque chose dans l'espace, il a d'abord été ici, et sur la surface de tout ce qui se trouve autour de vous, eh bien, il y a un peu de gaz qui est adsorbé. Mais c'est pas absorbé, c'est adsorbé, je suis désolée, c'est le thème technique. Et quand vous mettez ça dans le vide, eh bien, le gaz sort. Et donc, si vous êtes dans l'espace, eh bien, vous allez vous retrouver joyeusement avec un petit brouillard autour de vous. Si vous voulez observer, je ne sais pas moi, que ce soit la Terre ou les étoiles, c'est pas terrible d'avoir un petit brouillard autour de vous, surtout qu'en plus il a tendance à se condenser là où c'est froid, par exemple les télescopes. Donc non seulement vous avez du brouillard, mais en plus de la buée sur les lunettes, c'est pas bon. Il va falloir faire attention à ce genre de truc. Mais en plus, le problème c'est que c'est pas si vite que ça. Vous êtes en fait, quand vous êtes en orbite basse, dans la très haute atmosphère terrestre. Elle vous freine un petit peu. Elle est très agressive, très oxydante. La peinture, par exemple, va avoir des problèmes. Et puis, il y a plein de particules chargées un petit peu partout. On parlait des rayons cosmiques tout à l'heure, il y a le vent solaire aussi qu'on envoie. Ceci, c'est une magnifique image du télescope spatial Hubble. C'est une image brute. Le genre d'image que vous ne verrez jamais. Parce que généralement, on vous présente l'image nettoyée. Oh, il y a des jolies étoiles, c'est un morceau de galaxie. Mais la véritable image, c'est ceci.
Et ça, tous les petits points, là, les traces et tout le bazar, ce sont des particules chargées. Alors les particules chargées, bon, quand c'est comme ça, c'est un peu embêtant parce que vous avez des points partout, il faut prendre plusieurs photos, essayer de s'arranger pour nettoyer tout ça. Mais une particule chargée, si elle tombe sur l'électronique, c'est pas bon. Court-circuit. Ordinateur qui se met en veille. Quand votre ordinateur se plante, vous le relancez. Quand vous êtes dans l'espace, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton. Donc les particules chargées, c'est très très embêtant. Et puis, il y a du soleil. Alors le soleil, c'est très embêtant, parce que ça envoie des rayons ultraviolets, ça envoie des particules chargées, surtout quand il fait des éruptions. Vous allez me dire, bon, on peut y faire quelque chose. Ben, pour vous donner une idée, voici une petite éruption sur le soleil, et la Terre, à la même échelle. Soyons clairs, on ne fait rien contre les éruptions solaires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on la voit sur le soleil, et la lumière va plus vite que les particules. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est savoir, bon, dans 3 jours, on va avoir un ennui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met en veilleuse tous les satellites autour de nous. On serre les dents, et on attend. Puis on va les rallumer, puis de temps en temps, il y en a qui ne se rallument pas. Ça, c'est la réalité. On ne sait rien faire. On le subit. Du coup, de temps en temps, ben, y a des satellites qui fonctionnaient bien et qui ne fonctionnent plus. Et qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Une fois que la mission est terminée, qu'est-ce qu'on fait des satellites utilisés? On les ramène sur Terre, on les fait exploser, on les laisse où ils sont, ou on les envoie se désintégrer dans le Soleil. Qui me dit qu'on les ramène sur Terre? Qui me dit qu'on les fait exploser? C'était drôle pourtant. Qui me dit qu'on les laisse où ils sont? Qui veut les envoyer se faire désintégrer dans le Soleil? Oh, vous aimez pas les trucs rigolos, hein, c'est terrible. Effectivement, on les laisse où ils sont. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, les déchets se sont accumulés. L'espace, et surtout l'orbite basse, c'est plein de poubelles. Il y a très peu de satellites en orbite, enfin d'objets en orbite, qui sont utilisés. Et au fil du temps, ça ne s'est pas amélioré. Plus le temps passe, plus ça avance, plus ça se remplit, et plus on arrive à des situations assez extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Gravity. Alors, bon, on peut en dire ce qu'on veut, il y a quelques petits problèmes par-ci par-là, mais le point de départ, qui est un effet d'avalanche, cet effet d'avalanche existe. On sait qu'on n'en est pas loin. Cet effet d'avalanche, c'est qu'à un moment, il y aura un débris de trop. Et tous les débris vont se mettre à collisionner, et on va se retrouver avec un nuage de poubelles autour de nous, et on ne saura plus rien envoyer dans l'espace. Ça, c'est la réalité. Le film ne l'a pas inventé. On sait qu'on est tout près. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais bientôt. Et ces poubelles, on en suit une partie. Celles qui font au moins 10 cm, on les suit par radar, en fait. Mais les autres, par exemple, celles qui font la taille d'une bille, on sait qu'il y en a 1,5 million, on ne sait pas où ils sont, on ne les suit pas, ils se baladent. Alors, ces déchets, on sait d'où ils viennent, par contre, souvent. De restes de fusées, de morceaux de satellites. Il y a 2 grandes augmentations qui ont eu lieu. La première, c'est une collision entre un satellite russe qui était mort et un satellite américain Iridium qui fonctionnait. Les deux se sont rentrés dedans, boum. On n'a rien su faire, ça fait plein de débris. Et puis, il y a ici les Chinois qui ont fait un magnifique essai. Alors, cet essai-là, c'est un essai très particulier, c'est-à-dire que ceux qui étaient là dans les années 80 se souviennent peut-être de la fameuse guerre des étoiles de Reagan. Eh bien, c'était la même idée, en fait. Ils ont envoyé un missile pulvériser un satellite. Alors, c'était un satellite à eux, hein, donc comme ça, ils n'embêtaient personne, croyaient-ils, mais leur satellite était à 800 km d'altitude, et donc il a explosé en plein de petits débris, et les débris sont toujours là. Donc, la Chine a fait une entrée remarquée grâce à son essai.
dans le camp des pollueurs. Vous remarquerez que l'Europe est en vert et on pollue très peu. Mais une fois qu'on aura un problème, le problème sera pour tout le monde. Et ça fait du dégât. Quand on regarde, même une petite bille projetée aux vitesses qu'on a dans l'espace, eh bien, ça fait des gros trous. Donc mettre un blindage, c'est pas possible. On ne sait pas faire ça. On ne saurait pas le faire, ça serait beaucoup trop lourd à emporter. Et on a d'ailleurs eu la navette spatiale américaine, pratiquement à chacun de ses vols, eh bien, il a fallu remplacer les fenêtres, parce qu'on avait des trous dedans. On a aussi récupéré les panneaux solaires du télescope spatial Hubble, et en les analysant, on a aussi vu qu'il y avait des trous un peu partout. On a des problèmes. Comment les régler? Comment régler le problème des poubelles? On a l'atmosphère. L'atmosphère terrestre, c'est pas mal. L'atmosphère terrestre, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous êtes en orbite basse, l'atmosphère vous ralentit, elle vous ralentit, vous rapprochez de la Terre, et vous finissez par brûler joyeusement dans l'atmosphère. Ça marche bien, mais il faut être assez bas. Alors vous pouvez le faire intentionnellement à la fin de la mission, descendre votre satellite pour qu'il soit pulvérisé. Alors pulvérisé, pas complètement, hein, soyons clairs. On le fait parfois sciemment. Vous avez ici un exemple de cargo de la Station spatiale internationale qui est en train de se désintégrer. Lui, ça allait encore, mais vous voyez, de temps en temps, il y a des restes. Alors ces restes, bon, c'est vrai que la majorité de la Terre est couverte d'océans, donc ça tombe dans les océans, ça va. Mais bon, parfois ça tombe sur Terre, sur un sol de quelqu'un. Ça peut être embêtant. Il y a un satellite russe nucléaire dont le carburant nucléaire est tombé dans le Canada. Alors c'était dans le Grand Nord canadien, donc bon, le Grand Nord canadien ça allait encore, mais le Grand Nord canadien, même s'il n'y avait pas grand monde, les Canadiens ont râlé. Hein. Contamination radioactive en plein milieu du Canada, ça la fout mal. Ils ont demandé aux Russes de payer la facture. Ils n'ont pas tout payé, mais ils ont payé au moins une partie parce qu'ils savaient qu'ils étaient responsables. Enfin bref, il y a pratiquement un objet des 18 000 catalogués qui tombe chaque jour. Ça correspond à peu près 60 à 80 tonnes par an qui tombent. Jusqu'ici, ça n'est jamais tombé sur la tête de personne. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Maintenant, ça marche moyennement, ça ne marche que pour ce qui est très bas. On peut faire un bouclier, mais c'est lourd, c'est pas pratique, ça ne marche pas très bien. Vous pouvez essayer de faire le moins de déchets possible, mais qu'est-ce que vous faites pour tous les déchets qui étaient là avant vous? Et donc la seule solution, c'est d'envoyer le camion poubelle. Sauf que dans l'espace, le camion poubelle, il faut l'inventer. On est toujours à chercher comment exactement trouver le camion poubelle, comment le remplir et comment finalement éliminer les poubelles. Alors il y a plusieurs missions qui sont en cours, hein, plusieurs études qui sont en cours. Les Suisses ont lancé des choses, les Japonais ont lancé des choses. Donc c'est pas qu'on ne fait rien, mais pour le moment on n'a toujours pas trouvé de solution. Et puis il reste, je vais dire, deux petites choses que le touriste n'aime pas. Quand vous êtes en vacances, généralement il y a deux choses qui vous embêtent. Le sable dans les baskets. On ne sait pas s'en défaire s'il vous plaît. Et la tourista. Alors, le sable dans les baskets, ça dépend où vous allez, mais il y a des endroits où il y a effectivement de la poussière. Regardez ici. Ça, c'est un astronaute, Harrison Smith. Il vient de sortir avec sa combinaison immaculée de son lander, son atterrisseur lunaire, et il a commencé à faire 2-3 trucs. Au bout de 5 minutes, sa combinaison était dans cet état-là. La poussière lunaire, c'est une poussière qui a des caractéristiques un peu comme du verre, elle s'accroche à tout. Ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et les astronautes, quand ils étaient dans leur capsule, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et donc, ils ont commencé à avoir des problèmes aux poumons, qui se rapprochaient un peu d'un début de silicose. La poussière lunaire, c'est une crasse. Et si vous allez sur Mars, voilà un exemple, un selfie pris par un des rovers martiens, et vous remarquerez qu'il y a de la poussière partout. Il n'y a quasiment plus d'endroits propres sur les panneaux solaires. La poussière martienne, elle est très différente de la poussière lunaire, elle est très très fine. Mais comme elle est très très fine, elle s'accroche à tout, par électricité statique.
c'est une plaie, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc c'est pas la même, mais elle est embêtante aussi. Et les rovers, en fait, ont eu la chance que sur Mars, il y a aussi des petites tornades qui nettoient joyeusement. Et donc, ça a nettoyé comme ça les petits rovers, mais sinon, ben voilà, si vous êtes dans un habitat martien, il va falloir trouver une solution pour vous nettoyer quand vous allez faire un tour dehors. Ou alors, vous ne sortez pas. C'est là où c'est l'autre. Et évidemment, si vous avez une mission habitée, il y a tout le problème des microbes. Il y a peut-être de la vie sur Mars, sous forme microbienne. Alors, je vous rappelle que la dernière expérience qu'on a faite, entre, je veux dire, deux civilisations qui ne se connaissaient pas, c'était quand les Amérindiens ont découvert la rougeole. Ben oui, apportée par les conquistadors espagnols. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu plus de morts à cause de la rougeole que par le travail forcé dans les mines d'argent. Et d'or, et de cuivre, enfin... Ben oui, les petits microbes, c'est pas toujours totalement inoffensif. Donc voilà, il faut faire attention là où vous allez. Et pour terminer, j'aimerais aborder la douloureuse. La facture. Aller dans l'espace, c'est cher. C'est vrai que si vous voulez envoyer 1 kilo en orbite, ça vous coûtera entre 10 000 et 30 000 euros. Vous multipliez par votre nombre de kilos et vous savez combien vous valez pour aller dans l'espace. Sans vos bagages. Alors si vous prenez les missions, par exemple les missions de l'Agence spatiale européenne, les petites missions c'est typiquement 100 millions d'euros, les moyennes 400, et les grosses missions c'est entre 700 millions et 1 milliard d'euros. Le budget de l'Agence spatiale européenne c'est 4 milliards d'euros par an, dont à peu près un tiers est consacré à la science, y compris l'observation de la Terre, et pour la NASA c'est à peu près 20 milliards de dollars, dont à peu près un tiers ce qui constitue en fait un tiers de la contribution spatiale américaine, parce que les Américains n'ont pas seulement la NASA comme agence spatiale, ils ont également les militaires et puis d'autres agences qui font aussi un peu de spatial. De gros projets, style le programme Apollo, les navettes américaines, là on est dans la centaine de milliards de dollars. Ou dollars, euros, à ce niveau-là, le taux de change. Hein? Alors à vous combien ça vous coûte? Par an, combien est-ce qu'on dépense, chacun d'entre nous dans cette salle, pour l'Agence spatiale européenne? 1 euro, 10 euros, 100 euros ou 1000 euros? Alors, qui me dit 1 euro? Qui me dit 10? Qui me dit 100? Vous êtes généreux, c'est bien. Qui me dit 1000? Ah, moins généreux, là, quand même, sur le 1000. Alors, en fait, nous sommes dans la catégorie à peu près 10 euros. Un peu plus, en fait. Les 1 euro par an, c'est typiquement la contribution de la Grèce, de la Tchéquie, le Portugal, la Pologne, la Roumanie. Si vous partez dans la gamme des centaines, 200 $ par an et par habitant, c'est ce que coûte le spatial aux citoyens américains. Et nous, en fait, nous sommes, au niveau de la Belgique, dans les bons contributeurs de l'Agence spatiale européenne, derrière le Luxembourg. Luxembourg qui met 28 euros par an et par habitant, et nous mettons 17 euros par an et par habitant. La France est loin derrière, l'Allemagne aussi, avec aux alentours de 10-12 euros chaque année. Le CNES, alors il faut savoir que le CNES c'est l'agence spatiale française et qu'elle ne constitue pas tout le spatial, enfin c'est tout le spatial français, mais ce n'est pas tout pour l'agence spatiale européenne. En fait, il y a au niveau du spatial français seulement une partie qui sert pour la contribution à l'agence spatiale européenne. Si on prend tout le spatial français, y compris le militaire, et c'est un des rares cas en Europe où on a du spatial militaire en France, ça coûte 30 euros par an et par habitant. Et pour vous donner un point de comparaison, c'est à peu près 5 fois moins que les dépenses annuelles du français en jeu de hasard, ou 5 fois moins que les dépenses annuelles du français moyen en cosmétique. Et puis, si vous prenez une mission M, une mission moyenne de l'Agence spatiale européenne, typiquement un pirate des Caraïbes.
Bon, ou si vous préférez d'autres films américains, enfin un gros blockbuster américain, c'est à peu près ça. Si vous préférez les avions, c'est un A380, si vous aimez bien le foot, c'est un stade de foot. Ça vous donne un peu une idée. Une grosse mission, une mission L, alors là vous êtes plutôt dans la gamme des droits du foot. Ou une grosse campagne marketing. Il faut savoir que des boîtes comme McDonald's, par exemple, dépensent chaque année 1 milliard de dollars en marketing. Coca-Cola, c'est pareil, à peu près 1 milliard de dollars en marketing. Pour acheter de l'air, du temps d'antenne. Ça ne permet pas de payer les graphistes, hein, croyez-moi, ils ne reçoivent pas 1 milliard par année. Hein. Donc, bon, finalement, quand on compare tout ça, ça va encore, sur toutes les missions spatiales, c'est sur 20 ans que vous allez dépenser les 400 millions ou le milliard. Hein. Et il faut bien avouer qu'il y a des choses qui sont encore plus chères. Donc bon, c'est pas si cher que ça finalement. Et il ne faut pas oublier que ce qui est dépensé pour le spatial, il n'est pas donné aux extraterrestres. C'est pas pour acheter de l'espace. Ça sert à quoi? Ça sert à payer des chercheurs, des techniciens, des ouvriers, des ingénieurs qui vont construire le truc. C'est dépensé sur Terre, sur 20 ans, pour une mission. Ça ne s'envole pas dans l'espace. C'est juste le résultat qui s'envole. Et donc, le spatial, c'est aussi un secteur d'emploi, et particulièrement ici à Liège, il y a tout un secteur spatial qui contribue à ça. Pas seulement à l'université, dans les usines aussi, à tous les niveaux. Et c'est le cas aussi en Amérique, au Japon, enfin dans toutes les nations spatiales, il y a beaucoup d'emplois qui sont aussi liés au spatial. Et je vous dirais donc qu'on a quand même fait pas mal de choses, finalement, avec tout ce spatial. On a fait des vols habités, mais pas très loin. On a été visiter quand même pas mal de trucs. Des planètes, des lunes, des comètes, des astéroïdes. On a même ramené des échantillons de la Lune. Oui, mais du vent solaire, d'une comète, d'un astéroïde. On les a ramenés sur Terre, on les a analysés sur Terre. On a pu observer le ciel dans toutes les couleurs possibles et imaginables de la lumière, parce que la lumière qu'on peut voir avec nos yeux, c'est une toute petite partie de la lumière. Et puis on a fait du commerce, on a fait de la science. L'espace aujourd'hui fait partie de votre vie de tous les jours. Quand vous écoutez la météo, quand vous prenez votre voiture avec votre GPS, vous avez du spatial tout le temps. Et plus tard, on aimerait bien aller plus loin, observer les ondes gravitationnelles depuis l'orbite. On aimerait bien aussi aller voir d'autres objets, ramener d'autres échantillons, voir un peu ce qui se passe ailleurs. On a les militaires qui aimeraient bien aller plus loin aussi, mais eux, évidemment, ils ne partagent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et au niveau du commerce, eh bien, les deux choses qui vont arriver, c'est effectivement cette exploitation de l'espace dont j'ai parlé au début, le tourisme d'abord, et les mines, éventuellement dans le futur, ce qui pose tout un énorme tas de questions légales, d'assurance, enfin de tout ce que vous voulez, éthique aussi, mais bon, c'est en route, et il faut le savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que certainement, il reste plein de choses à faire, et qu'on n'en a pas fini. Merci.